Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Merci de nous rejoindre encore une fois. Vous nous écoutez un peu partout dans le monde, à la radio bien évidemment, et vous nous regardez à la télévision sur Espace TV via nos antennes régionales. Vous nous écoutez à Boké sur Espace Kakandé sur la 99.7, également à Kindia sur Espace Kania, mais aussi du côté de Zérékoré sur Radio Espace Forêt. Vous nous écoutez à Kankan sur la 99. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter à Mamou sur Fraternité FM et à Farana sur Bambou FM. Sur la média relais également cette émission sur Facebook, sur les réseaux sociaux notamment. Merci de votre fidélité. Merci de continuer à nous écrire au 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag Espace GG. Dans un instant, nous nous occupons de vos réactions. On vient donc à reprendre ce sujet, l'exploitation minière. On en parlait tantôt à l'entame de l'émission, une activité privilégiée en Guinée. Le pouvoir actuel a accordé plusieurs contrats aux compagnies qui évoluent dans l'extraction de la bauxite dans les régions de Boké et Kindia notamment, mais ce n'est pas la principale ressource qui attire les sociétés étrangères. Le diamant, l'or, le fer et certainement l'uranium sont objets de convoitise. Ce pour de meilleures productions annuelles, plus de 70 millions de tonnes de bauxite, soit plus de 19% de la production mondiale, vous le savez. Plus de 700 000 carats de diamants et plus de 700 000 onces d'or. Le pays reste cependant des plus misérables, sans compter la destruction massive de l'environnement. Le gouvernement en est conscient. Le ministre Oegui Lavogui a déploré récemment le non-respect du contenu local dans la région de Boké. Dans l'émission de ce matin que nous voulons thématique et pédagogique, nous mettrons l'accent sur le code minier, le contenu local et l'épineuse question du danger de l'environnement dans les zones minières. Notre invité de parcours, Jean-Paul Contembaduno, juriste doctorant en droit minier à la Sorbonne. Avec lui, il sera question aussi du dialogue politique et social, bien évidemment, mais vous le savez, vos réactions nous intéressent dans cette émission. Nous commençons donc par les internautes sur Twitter notamment. Nous allons partir avec ce premier. Que dit-il Amadousso? Vladimir Poutine nous a fait parvenir les tweets. Lucien Blémou nous écrit, il nous dit ceci: le pays des dialogues où ça ne dialogue pas. Quand on ignore nos textes, ils nous ignoreront. On commence à penser que c'est l'UFDG qui refuse le dialogue. On parle moins de ce qui nous a conduit là. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hashtag Espace GG. Nous partons à présent avec Patekourou Diallo. La position de l'UFDG décrit son manque de stratégie à récupérer le trône. Tout ça ne me surprend pas. Monsieur Alpha Condé a fini par dissocier tous les hauts cadres du parti entre Monsieur Selou et Monsieur Baouri. En est une preuve, il veut dire. Le cas de Tiangel aussi donne à réfléchir. Hashtag Espace GG. Nous partons avec Youssef Kaba à présent. Nos routes sont un éternel chantier. Malheureusement, tout est fait pour qu'elles ne tiennent pas pour longtemps afin de créer des poches de sortie d'argent. Sur plusieurs années, nous dépensons beaucoup plus dans les travaux de rafistolage que dans la construction. Youssef Kaba donc au hashtag Espace GG. Ibrahim Assori Kouyaté nous écrit également sur Twitter: l'entretien du réseau routier guinéen s'apparente à du m'as-tu vu. Ils font des travaux inopinés pour mettre au final des goudrons biodégradables qui ne résistent point aux intempéries. Il le dit Ibrahim Assori Kouyaté donc au hashtag Espace GG. Sekouchek Diakité nous écrit également: à lieu et place des discours improductifs, l'UFDG, pour l'honneur de son parti et celui de ses détenus, doit savoir reculer pour mieux sauter. Il doit sortir de sa position de victimisation et aller à ce dialogue tant espéré. Des libertés et des vies en dépendent. Hashtag Espace GG. Nous partons à présent avec Saïkoumar Bolé. Bonjour les grandes gueules. Je pense que cette sortie de l'UFDG avec ces conditions qu'on peut déjà considérer comme des préalables pour faire un commentaire sur le dialogue sous-entend qu'on est déjà dans le dialogue. Prière que ça aboutisse pour le bien de tout le monde. Hashtag Espace GG. Nous continuons toujours sur Twitter avec Saint-Augustin Povogui. Bonjour les grandes gueules. L'exemple vient de la tête. Si la tête est pourrie, les autres feront ce que bon leur semble. Aller au dialogue ne doit pas être une condition de libération des détenus politiques, à mon avis.
Ils doivent être jugés et blanchis de toutes les charges retenues contre eux. Ousmane Le Noble Diallo nous écrit également sur Twitter au hashtag espace GG. Bonjour à toute l'équipe. Depuis 2010 à nos jours, le dialogue n'a jamais apporté de fruits à l'égard de l'opposition. Sinon, même les grandes guerres se terminent autour d'un dialogue. À un moment, ce système doit être légaliste et ambitieux. Si c'est un dernier donc sur Twitter, si c'est Mamadou Saliou, il dit bonjour les GG depuis Luanda. Combien de dialogues avons-nous eu dans ce pays sans avoir une issue favorable pour la Guinée? La solution à la crise perpétuelle ne peut être que le respect et l'application de nos textes de loi et des principes démocratiques de l'état de droit. Des réactions donc sur Twitter. Nous allons partir sur d'autres plateformes pour voir vos différentes réactions. Donc, nous partons avec ce premier message. Bonjour Maïdiadia, c'est Abdul Karim Mouloba. Le dialogue politique est nécessaire mais pas obligatoire car dans l'adversité politique, chacun profite de ce qu'il considère comme faux, pas de l'autre pour l'atteindre. Encore 2 minutes à passer avec vous, auditeurs et internautes. À présent, nous partons avec Maki de Dar es Salaam. Bonjour, le problème de Selou, il aime trop la Guinée alors qu'en face, la seule préoccupation d'Alpha Condé, c'est comment s'éterniser au pouvoir avec son clan. Le combat est asymétrique. L'un, Selou, défend les intérêts du pays, l'autre défend ses intérêts personnels. Maki Premier de Dar es Salaam, donc, qui nous écrit, qui nous envoie ce message. Nous partons avec cet autre message, Lamarana Yemberen, qui nous écrit également. Il dit j'avoue qu'à l'UFDG, la personne de Fodé Bangoura ne pose pas de problème. En plus, il y a plus de sujets sur lesquels on avait déjà dialogué. Il faut juste appliquer les accords. Mais malheureusement, les putschistes n'ont pas la volonté politique. Ils cherchent simplement à maquiller le coup d'État électoral. Lamarana Yemberen de la Fédération UFDG de Ratoma qui nous écrit donc Amadousso. Nous continuons encore 1 minute à passer ensemble pour vos différentes réactions. Différents SMS. On part avec cet autre. Bonjour les GG. Je pense qu'il serait préférable pour l'UFDG d'accepter le dialogue car c'est dans le dialogue qu'ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Et si le gouvernement aussi refusait de libérer les détenus politiques parce qu'ils ont refusé le dialogue, signé LFC Lanciné Anta Condé donc, qui nous écrit. Salut les grandes gueules. Ma question est pourquoi les gens meurent dans nos mines. Je suis Saint-Gabriel, signé par Aboubakar. Bon, il dit qu'il est à Saint-Gabriel, signé par Aboubakar Biro Touré. Passez une bonne matinée. Big up, il le dit. Monsieur Touré. Bonjour les grandes gueules. Un auteur disait ceci: pour qu'il y ait une véritable démocratie, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, sinon nous serons dans l'anarchie totale. JJR donc qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules. L'UFDG doit accepter d'aller au dialogue malgré le fait que le vieux ne soit pas un homme de parole, mais ils n'ont qu'à essayer. Encore ces militants souffrent dans les cellules. Signé M. Wowo Mori Kamara, résident donc à Fassia. Un dernier, bonjour la team des GG. Ce dialogue qu'on nous chante est insensé car c'est la justice qui doit régler ce problème si elle était juste, équitable et pour tous. Mais hélas, Excellence Baldé le Guinéen qui nous écrit donc, qui nous envoie donc ce message. Ce dernier, Amadou, bonjour Diadia à toute l'équipe du jour, c'est Ali Moussank Diallo. Ceux qui s'acharnent contre l'UFDG, son président, il se trompe lourdement depuis 2010. De 2010 à nos jours, on a accepté combien de dialogues, ils nous roulent dans la farine. Tant que nos responsables ne sont pas libérés, nous n'allons pas au dialogue. Nous demandons leur libération sans condition. Ali Moussank Diallo, communicant Vision Selou au pouvoir, c'était donc le dernier. Vous êtes très très nombreux à nous écrire, donc merci de votre fidélité. Merci à tous de continuer à écouter, cette émission. Nous continuons donc avec cette actualité. Moussa Moïse, on parle de nos mines, on parle de nos richesses, avant bien entendu de recevoir notre invité en studio. Tout à fait, on parle de nos mines, de nos richesses, on parle donc du contenu local. Parce que ces deux aspects sont intimement liés, beaucoup de pays l'ont compris. On ne peut pas parler d'exploitation minière, d'industrie extractive sans parler de l'impact que cela doit avoir sur les communautés, le développement donc des localités où ces minéraux sont exploités.
Le contenu local dans notre pays cause un énorme problème. Nous avons depuis maintenant, je pense que c'est la 3e ou la 4e émission dans laquelle nous parlons de cette situation, mais ça n'a pas évolué. Et tant que ça n'évolue pas, il est de notre droit d'en parler parce que ce sont des frères, ce sont des Guinéens, ce sont des PME appartenant à des Guinéens qui sont en train d'être tués. Je ne sais pas s'il y a... j'invite le ministère de l'Industrie et également celui qui s'occupe de l'emploi à travailler sur une sorte d'enquête sur le nombre de PME, le nombre de sociétés appartenant à des Guinéens qui meurent par mois ou bien par an. Il se rendra compte qu'il y a des sociétés... Suite à l'ouverture de zones minières? Suite à une sorte de brimade au non-respect du contenu local, suite à leur asphyxie par les sociétés appartenant à des étrangers qui devraient normalement leur attribuer des parts de contrat parce que c'est légal, c'est la loi qui le dit. Il y a des pourcentages qui leur sont dévolus, tout comme au Nigeria, tout comme au Ghana. Il y a des emplois pour lesquels aucun étranger ne peut même espérer candidater pour les avoir. C'est pas possible, c'est réservé exclusivement au contenu local, donc qu'on appelle souvent préférence locale, parce que c'est fait ainsi. Ça permet donc un effet des multiplicateurs dans l'économie nationale, ça permet d'aller vers une économie de développement à la base. Donc il y a un courrier qui m'a interpellé, celui du ministère des Mines et de la Géologie, adressé à monsieur le directeur général de la compagnie de développement des mines qu'on appelle Enanchine. Et donc ce courrier dont les travailleurs étaient en grève. Exactement, à un moment donné. Alors ce courrier date du 12 février 2021. Et dans ce courrier, il interpelle le directeur général, le ministre des Mines. C'est Magasuba lui-même qui le dit. Il dit qu'il il nous a été donné de constater le non-respect par votre société d'un certain nombre d'obligations mises à votre charge au regard du code minier, mais aussi de la convention de base amendée et consolidée que vous avez signée avec l'État guinéen. Il s'agit notamment de l'augmentation de la capacité de production, le respect et la prise en charge du contenu local, le respect des règles environnementales. Et il fait donc le constat que cela n'est pas respecté par cette société. Donc il dit, nous exigeons également que vous ayez un regard critique sur l'équipe qui dirige donc la représentation d'Enanchine ici, notamment CDM Chine. Donc un regard critique sur cette équipe de CDM Enanchine et compte tenu non seulement de l'impact du projet sur le secteur minier guinéen, mais aussi sur son importance dans la mise en œuvre de l'accord cadre signé entre les parties, c'est-à-dire la Guinée et la Chine. Donc, Magas interpelle, le ministre Magasuba interpelle donc la direction générale d'Enanchine sur la violation des lois de notre pays qui gouvernent le secteur minier. Alors, un peu plus tard, le 15 mars 2021, ce sont des Guinéens donc qui travaillent dans le même secteur qui vont écrire officiellement au ministère des Mines. Le courrier date du 15 mars 2021, je ne vais pas donner le nom de la société, mais la société, c'est une société appartenant à un Guinéen, donc dont je parlais tantôt, des sociétés qui sont créées et qui meurent 2 ou 3 mois plus tard. Donc, c'est un Guinéen dans le désarroi, qui ne sait plus à quel sens se vouer, qui écrit au ministère du tutelle. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, depuis 2018, nous sommes contractuels directs avec la société CDM Chine, Guinée, filiale du groupe Enanchine, dans le transport du minerai de bauxite de la mine plateau 15, 16 et 26 de Filboal, donc dans la préfecture de Télémélé, au port d'Apilon, de la préfecture de Boké. Il dit donc, monsieur le ministre, nous avons consacré tous nos efforts afin de satisfaire les besoins contractuels de cette entreprise conformément au contenu local recommandé par votre département pour la prospérité des entreprises guinéennes. C'est pourquoi nous avons signé donc un accord avec CDM Chine. Nous avons osé lancer un projet d'achat de 30 camions sortis d'usine. La marque de ces camions est donnée avec nos partenaires financiers et heureusement nous avons reçu nos 30 camions fin 2019. Sauf qu'à la présentation de 30 camions acquis à cette période, seulement 10 camions nous ont été accordés pour des raisons inconnues et surtout nous autorisant à faire que 15 voyages journaliers correspondant à 700 tonnes métriques, chose qui ne nous permet pas de faire 2 voyages par camion par jour et les 10 camions. Une promesse que vous aviez donnée de faire travailler les 30 camions à partir de janvier 2021 par le directeur des établissements de la société CDM Chine. Cette promesse n'a pas été donc respectée. Donc il dit qu'aujourd'hui nous avons de sérieux problèmes avec nos partenaires financiers, notamment la banque Vista Bank. Ceux-ci nous ont transmis une lettre en date du 17 février 2021 nous exigeant le remboursement intégral de notre crédit avant fin juillet
2021, faute de quoi ils feront appel à la garantie hypothécaire souscrite à ce projet. Vous imaginez? Et ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Beaucoup de sociétés comme ça appartenant à des Guinéens sont flouées au niveau de certaines multinationales. Et ce sont des multinationales avec lesquelles souvent les sociétés guinéennes ont signé des contrats. Vous vous engagez à donner à ces Guinéens-là. Vous leur dites, vos camions que vous prenez, des camions d'occasion sont vétus. Allez-y nous sortir des camions sortis d'usine. Ils vont contracter des dettes, ils le font. Et après, ils viennent avec ces 30 camions. Vous dites, écoutez, nous ne prenons que 10. Et en plus, les 10 ne feront que 2 voyages par jour. Au détriment de qui? Au détriment des Guinéens. Mais en même temps, au même moment, vous avez des sociétés, une société dans la même mine au niveau de CDM Chine qui est officiellement, qui a sa tête officiellement un Guinéen, mais dont les camions appartiennent aux Chinois qui sont eux-mêmes propriétaires de la mine. Donc cette société a un nombre de voyages illimité dans la mine, transporte autant de fois qu'il lui est possible de faire. On peut, quand vous êtes de l'extérieur, vous pensez que cette société donc verse, ça profite à un Guinéen qui doit être hyper riche, alors qui va distribuer la richesse. Non, il a un petit pourcentage de 5-10%, tout le reste va dans la poche des Chinois. Donc on ne peut pas venir. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce que cette coopération nous apporte? Qu'est-ce qu'ils amènent? Les camions qu'ils achètent ne nous appartiennent pas. Le travail qui est fait, le transport de ces camions nous échappe. Ne nous profite pas. Donc les Guinéens qui y sont deviennent de simples prestataires, de simples ouvriers. Donc c'est nous qui perdons, c'est la Guinée qui perd, et surtout que ce sont des richesses qui vont finir dans le temps, ce sont des richesses qui ne sont pas renouvelables. Donc cette société va interpeller le ministre des Mines. Alors, le ministre des Mines également, face au non-respect de tout ce qui a été dit, il va écrire, le ministère des Mines va écrire encore une fois à monsieur le président général de CDM Chine. Il dit, monsieur le président directeur, nous sommes au regret de constater que la société ne semble pas être en mesure de prendre des décisions courantes au niveau local pour faire face à ses obligations au regard des textes en vigueur. Cette situation très regrettable semble entraîner des délais trop longs de réaction, un manque de collaboration et de transparence avec l'administration et le refus de se soumettre aux requêtes d'information et d'action du ministère des Mines et de la Géologie. En conséquence, nous vous demandons de prendre toutes les dispositions requises afin de régulariser cette situation d'ici le 30 avril 2021, faute de quoi le ministère, conformément au texte en vigueur, prendra toutes les mesures de droit, notamment la suspension des activités de la société. C'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. C'est un texte, c'est un courrier. C'est pas fait, c'est pas fait du tout. Les grandes gueules. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis pas que M. Magasouba manque de volonté. Mais déjà, le fait d'écrire, il manque pas de volonté. Mais le secteur des mines est gouverné par le président. Il peut pas aller au-delà. Il peut pas. Il peut montrer sa colère jusqu'à un certain niveau. Jusqu'au niveau où le Chinois disent c'est Koutoria. Il recule. Il recule. Il peut pas. Il peut pas. Donc c'est là la limite. Parce qu'on se demande comment une société étrangère qui exploite nos minerais peut tenir tête à un ministère. C'est pas possible. Vous avez des Guinéens qui sont floués, qui sont mis à l'écart. Vous savez, récemment, c'est parce qu'on a tapé du poing sur la table, ils avaient mis dehors toutes les sociétés appartenant, tous les Guinéens qui avaient des camions. Ils ont mis tout le monde. Grandes gueules. C'est AVT qui travaille. AVT, c'est la société dont je viens de vous parler tantôt. À la tête, vous avez un Guinéen. Bon, c'est juste un paravent. Lui, il est là juste pour toucher ces quelques pourcentages. Mais au fond, ça appartient aux Guinéens. C'est AVT qui travaille. Et aux Chinois, ils ont rappelé une seule société guinéenne récemment parce que la presse en parlait du sujet. Mais ils sont plus forts. Au regard de tout ce qui se passe, ils sont plus forts que nos textes dans ce pays. Est-ce que quelqu'un guinéen peut se permettre de faire cela? En Chine. Même au Nigeria à côté. Tu peux pas. Tu peux pas avoir accès à certaines choses. Je parle de cela, c'est une goutte d'eau dans l'océan parce que c'est comme ça partout. Parce que c'est une personne. Exactement, c'est comme ça partout. C'est-à-dire que actuellement où je vous parle, l'administration fiscale, les impôts, ils ont amené sur place des enquêteurs pour aller vérifier les choses. Il se trouve que les sociétés fantômes là, à la tête desquelles se trouvent des Guinéens, ces sociétés ne sont même pas régularisées vis-à-vis du code NIF et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous avez, ils prennent tout cet argent parce que ce sont des millions de dollars, attention, en matière de transport de bauxite, avec autant de voyages illimités faits par la société AVT. Ce sont des millions de dollars qui échappent à des Guinéens.
Vous imaginez, c'est comme ça dans d'autres secteurs. Au niveau de la CBG, c'est récemment que quelqu'un a dû taper du poing sur la table pour qu'on évite d'importer même des produits qui peuvent être donnés par les opérateurs locaux. Ils importent leurs fruits, ils importent leurs médicaments, ils importent tout au détriment des Guinéens qui peuvent l'avoir. Mais je trouve que la prise de ce décret ne suffit pas. Monsieur le Président, le Premier ministre qui a parlé de l'impact du contenu local sur l'économie nationale, il faudrait qu'ils prennent leur bâton de pèlerin et qu'ils partent dans ces entreprises-là. Parce que les entreprises guinéennes se meurent à petit feu. Les grandes gueules. On parle de cela, mais on n'agit pas du tout. Et on est étonné qu'on ait un taux de croissance appréciable et que cela n'a aucun impact sur le quotidien de nos concitoyens. Et qu'en pense notre invité, monsieur Jean-Paul Koté-Bendouno? C'est cela. Il est juriste doctorant en droit minier à la Sorbonne. Il est avec nous en studio. Bonjour, monsieur Koté-Bendouno. Si je prononce bien, c'est ça? Oui, bien sûr. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien, allez-y, Tamba Milimono. Voilà, c'est donc un plaisir de vous recevoir ce matin en ce studio. Moussa fait bien de planter le décor sur l'état d'application de la préférence locale en République de Guinée. Il y a cette politique promotionnelle qui a été édictée par le gouvernement guinéen dans une lettre officielle qui est d'ailleurs publiée. On se pose finalement la question du principe. Le contenu local dans une démarche pédagogique, le contenu local, à quoi est-ce qu'il retourne, de quoi est-ce qu'il retourne finalement, Jean-Paul? La réponse à cette question m'impose une nécessité préalable de contextualisation. En vérité, comment ce mécanisme est venu? Initialement, il a été considéré qu'en vérité, l'exploitation des ressources naturelles, l'exploitation des ressources naturelles n'apparaissait finalement très utile pour les populations, à la condition bien sûr que la fiscalité soit payée de manière très intéressante. Mais on sait que depuis le contexte des années 1980 avec les ajustements structurels et la libéralisation s'est accompagnée de l'exigence de la proposition des incitations fiscales, des exonérations fiscales. Autrement dit, finalement, les gouvernements, dans la perspective de l'attrait des investissements internationaux, ont fini par réduire, n'est-ce pas, les intérêts financiers qu'ils auraient raisonnablement dû tirer de l'exploitation industrielle. Conséquemment, et étant entendu qu'ils n'ont pas pu revenir sur ces incitations fiscales qui se poursuivent, malgré bien sûr la conscience de l'échec des programmes d'ajustement structurel. Que les gouvernements ont réduit? Oui, ils réduisent en gros la meilleure façon d'inviter les investisseurs. Pour plus attirer d'investisseurs. Pour les attirer, ils réduisent, ils se font leurs bénéfices. De dumping réglementaire en faisant des concurrences à minima. En gros, la Guinée va par exemple adopter des réglementations fiscales qui réduisent, histoire d'inviter les investisseurs en Guinée et éviter qu'ils ne partent par exemple au Mali ou en Sierra Leone, là où ils auraient dû peut-être avoir une perspective différente, rehausser peut-être dans le contexte d'une action conjointe, CEDEAO, UEMOA, SADC, CEMAC, ainsi de suite. Bref, je voulais simplement préciser qu'en vérité, la frustration des attentes légitimes qui auraient dû résulter du paiement des impôts élevés par ces incitations fiscales a entraîné l'idée nouvelle de la consécration des mécanismes dits de contenu local. Mécanismes qui ont finalement paru comme des alternatives en fait à ces incitations fiscales. Et donc ces mécanismes de contenu local, grosso modo, pour parler de manière un peu élémentaire, consistent dans l'imposition aux investisseurs étrangers d'un ensemble d'obligations qui ont toutes en commun l'exigence de la contribution au développement de l'État, n'est-ce pas? Donc, développement communautaire, et c'est pour ça que vous avez même parlé de convention du développement communautaire. Ceci peut prendre la forme de construction des écoles de manière extensive, parce qu'il y a une vision extensive et une vision restrictive, mais de manière large, c'est la construction des écoles, des hôpitaux, des maternités, l'exigence de l'emploi d'un ensemble de ressortissants locaux, n'est-ce pas? Suivant qu'ils soient des ouvriers non qualifiés, des ouvriers qualifiés, les cadres de direction. En général, c'est 30, 50, 66, 100, respectivement, les cadres de direction, les encadreurs, les cadres qualifiés, les ouvriers qualifiés, les ouvriers non qualifiés. Franchement, les ouvriers non qualifiés, c'est 100% des richesses jusqu'à la fin. Vous avez raison sur ce point. Raisonnablement, on n'est pas censé avoir un Chinois cadre non qualifié, enfin ouvrier non qualifié dans une exploitation minière. Voyez-vous que le local content finalement en fait a été perçu comme une forme de rempart à ces incitations fiscales. Seulement pour répondre à votre question finalement qui n'est que la conséquence du résumé du propos de M. Silla, il me semble intéressant
de proposer 2 idées essentielles. La première consiste dans le fait qu'en vérité, le local content tel que réglementé en droit guinéen ne consiste pas dans un avantage inconditionnel. En vérité, c'est un avantage conditionnel qui me semble même poser un problème de droit. Au-delà d'une application que vous semblez suspecter, de une application des textes qui semble résulter justement de l'attitude des entreprises. Qu'est-ce que je veux dire de manière concrète? En vérité, la réglementation guinéenne impose l'exigence de la préférence nationale sous la condition de la similarité. Je n'ai pas dit de l'identité des compétences, mais sous l'exigence de la similarité des compétences. N'est-ce pas? En gros, l'entreprise étrangère serait obligée justement de préférer le recrutement d'un ressortissant guinéen qui est en concurrence avec un ressortissant chinois, américain, ou à condition qu'ils aient des compétences similaires. Oui. La question que je me pose raisonnablement est celle de savoir, est-ce que nous avons une université qui est susceptible par exemple de concurrencer? Je ne parle pas de la situation des personnes singulières. On sait que les Guinéens, quand ils sont très bons dans les universités, ils peuvent concurrencer même à Harvard. Mais je dis simplement, est-ce que parfois ce n'est pas un problème d'assujettir, n'est-ce pas, la préférence nationale à la condition de la similarité? Sur ce point, il y a un souci de droit. Le Nigeria que vous avez cité a tiré les conséquences en considérant que lorsqu'une entreprise considère que nous ne recrutons pas des soudeurs parce qu'il n'y en a pas, eh bien on impose à l'entreprise l'exigence de la formation des soudeurs. Il en résulte que la préférence nationale commencerait d'abord par l'obligation de contribuer à la qualification. Oui. Ex ante et ex post, l'obligation de la recruter. Alors, Mab, si tu permets justement sur la lettre de politique de promotion du contenu local, il y a sur le deuxième mécanisme, justement, la formation des Guinéens, de cadres, d'employés, en tout cas guinéens. Mais dans le fond, justement, c'est ce qui a introduit la question que voici, au-delà des textes, parce que le secteur minier est un des plus dotés en texte, en législation en République de Guinée, mais au-delà des textes, par quel mécanisme finalement, mécanisme du genre institutionnel par exemple, pour suivre et surveiller l'application du contenu local, son observance sur le territoire guinéen. Est-ce que ce n'est pas là-bas qu'on pêche finalement? Peut être coercitif parce que c'est devenu une sorte de... c'est aléatoire, c'est pas imposé. Il y a pas, je trouve pas qu'il y ait des sanctions au bout du tunnel. Vous le faites, ou bien il y a ça. Donc je pense que c'est une sorte de... Voilà, de laisser aller. Et puis, un lien peut-être avec... un instrument qui a été mis en place par le gouvernement toujours pour permettre à ce que le contenu local soit promu, c'est la bourse de sous-traitance. Qu'est-ce que vous savez de cette bourse de sous-traitance qui essaye aussi de mettre dans un même canevas toutes les entreprises guinéennes ayant des compétences et puis en lien avec des sociétés minières ou qui agissent également sur le territoire national afin de les amener donc à puiser dans ce canevas au lieu d'aller voir ailleurs. Avant de répondre à la question de la bourse de sous-traitance qui n'est qu'une des modalités justement de la mise en œuvre de la préférence nationale. En vérité, je disais par rapport à votre exposé initial qu'au-delà de cet aspect qui me semblait très intéressant de l'équivalence, je parle de la loi et non pas des modalités postérieures. Et ensuite, vous avez raison de relever en gros, le local content ne repose pas dans un contexte guinéen sur des normes de la soft law. C'est vraiment du droit obligatoire. C'est pas du tout une règle flexible. C'est une exigence. Et les grandes gueules. C'est totalement différent de la responsabilité sociétale des entreprises, n'est-ce pas? Et une fois qu'on a dit ça, les dispositions des articles 107 du code minier d'AOP et suivant précisent clairement que l'inexécution des obligations imposées à une entreprise dans le contexte de la mise en œuvre de toute exigence de contenu local est assortie de sanctions pécuniaires définies par décret. Je ne sais pas où est le décret, mais je sais qu'en l'absence même du décret, les dispositions, les clauses pénales du code minier considèrent que l'inexécution, en tout cas pour une entreprise, le manquement à un ensemble d'obligations du code minier entraîne des conséquences qui partent de la suspension des activités au retrait éventuel. On peut raisonnablement considérer que ce soit des mesures de très grande importance, c'est qu'en conséquence, cette lettre pourrait être considérée comme une mesure préparatoire, n'est-ce pas, dans le contexte des règlements amiables. Mais je ne suis pas sûr, encore une fois vous l'avez dit, et ceci a été confirmé, qu'en vérité une entreprise puisse échapper, si le gouvernement le souhaite, n'est-ce pas, à l'exécution de ses engagements. Et en ce sens, je voudrais préciser simplement, puisque vous avez posé la question de l'organe qui suit, qu'en vérité, dans toutes les réglementations des États africains, il y a ce qu'on appelle les polices des mines, ou les inspections. Peu importe finalement la qualification, mais en réalité, il y a des services spécialisés pour suivre, et parfois il y a des questions très techniques, il y a des services spécialisés pour suivre même le plan d'exécution de la mine. Il faut avoir une certaine qualification pour suivre tout ça. Il en résulte, et je suppose que...
Et donc c'est la question, oui, forcément, on a une police des mines qui est même justement représentée dans les collectivités théoriquement, bien sûr, mais finalement la question de savoir est-ce que le contrôle est effectivement mis en œuvre est une Je crois que la police des mines qui existe est celle finalement qui évolue dans les zones où on procède à l'exploitation artisanale, mais pour ce qui concerne par exemple les sociétés dans les zones sur le patrimoine minier, le patrimoine minier de l'État et des portefeuilles d'État sur l'activité minière en République Guinée, je sais qu'il y a la Sogipami, mais finalement est-ce que son rôle peut s'étendre jusqu'à ce niveau? Parce que je sais que c'est dans la gestion que du patrimoine minier. Sur le terrain, c'est souvent quand il y a problème, en tout cas le constat que j'ai fait, que l'inspection du travail est saisie. Ça, c'est pour des questions du respect du contrat entre travailleurs et... Il y a la direction nationale des mines. C'est vrai que la Société guinéenne du patrimoine minier s'occupe vraiment essentiellement de la gestion de ce patrimoine, comme son nom l'indique, la prise de participation au capital des entreprises minières, l'éventualité de la conduite de l'exploitation lorsqu'elle le souhaite. Mais il y a des services comme les services de l'inspection, par exemple, du ministère de l'économie. Il y a quand même une action conjointe, les services d'inspection du ministère de l'Environnement, la direction nationale des mines, le centre de promotion et de développement minier. Il y a ça et là, en fait, quand je parle de police des mines, il ne s'agit pas de policiers, vous l'avez compris, je suppose, mais il y a un ensemble d'inspections qui sont consacrées à la surveillance, n'est-ce pas, de toutes les activités minières et ce qui en constitue la conséquence. L'observation des obligations imposées aux entreprises. Souvent, ça se fait a posteriori. Oui. C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'exigence de notification des rapports. Parfois, il y a par exemple l'exigence chaque année qu'une entreprise fournisse des rapports sur l'ensemble de ses activités. Et corrélativement, il appartient aux inspections intéressées d'apprécier justement la sincérité du rapport qui leur a été. Et quand ils trouvent des anomalies, vous parlez de contrôle a posteriori, en ce sens, ils peuvent débarquer, y compris sur le fondement justement de visites inopinées, pour s'assurer de ce que telle ou telle obligation. Alors, il en résulte en définitive, je termine sur ce point, qu'en vérité, deux choses, vous les avez dit de manière implicite, il ne me semble pas résulter ou il ne me semble pas manquer dans la réglementation guinéenne une impossibilité, une possibilité de contraindre une entreprise au respect de ses engagements. Autrement dit, et inversement, on va préférer la forme affirmative. Il y a dans le droit guinéen des moyens de contraindre des entreprises au respect de leurs obligations. Il me semble que raisonnablement, si ces entreprises ne se sentent pas contraintes, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons qui ne sont pas juridiques. D'accord. Alors, vous avez parlé un peu de l'article 107, 108 et 109. Effectivement, c'est la préférence aux entreprises guinéennes, l'emploi du personnel et la formation du personnel. Alors, il y a un problème souvent au niveau de l'emploi du personnel. Il y a ceux qui l'emploient non qualifié. Souvent, les Chinois, même les emplois non qualifiés, ils se l'approprient. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Sans compter aussi l'emploi qualifié, le quota qui est accordé aux Guinéens. On parle de 10%, 20% dans la richesse, dans le développement. Ensuite, l'autre question, c'est par rapport à la formation. Souvent, il est recommandé aux entreprises minières de soumettre un programme de formation à l'ONFPP. Aujourd'hui, est-ce que c'est effectif? Si oui, et comment cela se fait? Parce que tout cela rentre dans le cadre du transfert de la technologie aux Guinéens au cas où l'expatrié quitterait le pays. Sur le premier aspect, vous avez dit, est-ce que si les entreprises ou si les Chinois finissent par justement occuper des... D'abord, je précise, vous l'avez dit, en vérité, les ouvriers non qualifiés ne peuvent pas ne pas être guinéens, n'est-ce pas? Peut-être que sur ce point, on pourrait juste faire le rapport pour ce qui concerne l'exploitation artisanale avec le principe de réciprocité consacré justement par notre code minier qui considère que l'accès à l'exploitation artisanale est assujetti à deux conditions essentielles. La première étant celle d'avoir la nationalité guinéenne, la deuxième étant celle pour les entreprises d'être entièrement détenues justement par des Guinéens, et la troisième qui consiste dans la réciprocité, c'est celle qui consiste pour la Guinée d'accepter que des ressortissants non guinéens puissent avoir accès aux autorisations artisanales, à supposer bien sûr que les réglementations d'origine de ces États accordent le même avantage, la même priorité aux Guinéens. Dans ces conditions, on pourrait raisonnablement trouver des Burkinabés, des Maliens, ainsi de suite. Mais si on retrouve des Chinois, des Français, nous sommes dans le même phénomène, en fait, l'inexécution des prescriptions légales et en conséquence, l'évocation éventuelle des dispositions pénales s'appliquant. Et si on ne les applique pas, je pense que nous sommes dans le problème de la mise en œuvre qui est finalement le point
relie la question initiale que vous avez posée avec la question postérieure, c'est de savoir est-ce que finalement les dispositions législatives organisant la formation sont... Les grandes gueules. N'étant pas dans les mines, n'ayant jamais fait d'enquête en ce sens, et je suis dans les mines théoriquement, donc je ne suis jamais allé dans les sites pour m'assurer de ce que la formation est effectivement mise en œuvre. Jean-Paul Koté-Bendouno, juriste, doctorant en droit minier. Allez-y, Mafoudia. Jacques? Oui, moi la question c'est au niveau des communautés, parce qu'il y a certes des entreprises, parce que parfois ça pose effectivement problème, où dans certaines communautés on exige que des locaux aient beaucoup plus de place dans les entreprises. Mais comment faire en sorte aujourd'hui que l'argent que génère l'exploitation minière puisse profiter aux communautés pour les biens sociaux dont vous parliez tantôt, les établissements sanitaires, les écoles, parce que théoriquement on nous dit que c'est fait, mais lorsque vous allez sur le terrain, par exemple pour la zone de Bokeh que nous connaissons très bien, c'est là encore où vous avez les problèmes d'accès aux établissements sanitaires et même des scolaires de qualité. Ça, c'est une question extrêmement importante qui s'inscrit dans la suite comme si c'était une forme de synchronisation, je ne m'en doute même pas. Justement parce qu'au-delà des obligations fiscales initiales que nous avons évoquées, que nous avons considérées comme réduites en raison des incitations fiscales, sont venus les mécanismes de local content. Et enfin, vous évoquez la question que vous posez, la qualification juridique, c'est l'obligation de contribution au développement communautaire, qui est aujourd'hui l'un des mécanismes les plus empruntés, les plus consacrés dans la réglementation. En gros, on laisse vraiment on ne laisse pas, mais ce n'est plus la responsabilité sociétale des entreprises, où l'entreprise, par sa volonté, cherche à montrer preuve de bonne foi. Et là, ce sont des codes miniers qui prescrivent l'obligation pour une entreprise titulaire d'un titre minier de négocier un contrat de développement communautaire, négociation qui entraîne, je suppose que vous me voyez venir, l'exigence du financement d'un ensemble de projets. Le problème, je pense avoir même fait un travail sur cette question dans le contexte d'un ouvrage collectif. En vérité, j'ai relevé deux écueils essentiels. Le premier, c'est que là où on aurait dû considérer justement que la consécration de ce mécanisme de contribution obligatoire au développement est un des moyens de renforcement de la décentralisation, moi j'y ai trouvé, n'est-ce pas, une infiltration excessive des autorités centrales. Premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'en vérité, il y a une centaine de personnes qui sont dans au minimum 5 structures qui sont destinées à gérer les fonds d'une collectivité. Prenons l'exemple d'une ville comme Tétigan. En gros, on donne 1 milliard de francs guinéens pour construire une école, ou 10 milliards, peu importe le mot. Il y a au minimum 5 structures en droit guinéen qui sont chargées de veiller à la mise en œuvre de cet argent. Le problème, c'est que sur ces 5 structures, j'ai compté au minimum 120 ou 110 membres. 120 ou 110 membres qui peuvent avoir des frais de session. Quand ils tiennent des sessions, ils obtiennent. Je me suis dit finalement, pourquoi cette hypertrophie institutionnelle en fait? Est-ce que les élus locaux ne sont pas suffisamment légitimes? Est-ce qu'il est établi que ces structures de contrôle préfectoral, ces structures de contrôle central, est-ce qu'il est établi qu'elles sont plus intègres dans la gestion en République de Guinée, pour que les élus locaux et les conseils locaux doivent être sous tutelle? Dans la négative, on peut s'interroger sur l'intérêt justement de la démultiplication des structures de gestion qui au surplus ont des incidences sur les moyens. Grosso modo, je suppose qu'on peut se comprendre, sur 10 milliards, on peut raisonnablement affecter 1 milliard à la prise en charge de ces personnes qui sont chargées. Là où on aurait pu consacrer ça à la construction de 2 forages ou de 3 forages. Donc 2 écueils. Infiltration, me semble-t-il, excessive des autorités centrales, là où l'apparence de la consécration de ces mécanismes donne des raisons de considérer que c'est un moyen de consolidation de la décentralisation. Deuxième aspect, excès, n'est-ce pas, de constitution des structures inopportunes dans la gouvernance, qui a pour conséquence nécessaire la répartition ou l'affectation de revenus dédiés aux infrastructures, au fonctionnement finalement. En gros, le volet fonctionnement vient concurrencer le volet investissement, là où ceci n'était pas nécessaire. Alors, à vous écouter, parlant de l'exploitation minière, ce ne sont pas les textes de loi qui existent. Peut-être on a un problème qui manque, merci. On a plutôt un problème lié à l'applicabilité. Alors, s'agissant par exemple de l'exploitation de l'or en Guinée, on a récemment l'actualité avec Gawal, mais on a l'impression depuis Sigiri qu'il y a un laisser-aller total. C'est comme si chacun pouvait venir. Dites-nous, c'est
qu'est-ce qui structure cette autre exploitation? Comment ça devrait se passer juridiquement? Juridiquement, en droit guinéen, l'accès, la licéité, peut-être que le terme est un peu étrange parfois, mais la légalité de la conduite de l'exploitation artisanale est assujettie à l'exigence de la détention d'une autorisation d'exploitation artisanale. Et cette exploitation, cette autorisation est attribuée seulement aux Guinéens, premier aspect, donc la condition de la nationalité guinéenne. Deuxième aspect, pour les coopératives, pour les petites et moyennes entreprises, quelle que soit la forme juridique, parce que finalement, c'est une conception assez laxiste des personnes morales. Et lorsque c'est une personne morale, donc une entreprise, une coopérative quelconque, c'est la détention de l'intégralité, ça aussi c'est une exception guinéenne, l'intégralité du capital doit être détenu par les Guinéens. Et enfin, troisième condition, qui est quand même une condition qui finalement ouvre la voie un peu, c'est la condition de la réciprocité. C'est-à-dire, ce sont, si les Maliens, et c'est le cas, le Mali prévoit la réciprocité. Donc si la Guinée accepte que les Maliens exploitent l'or en République de Guinée, eh bien le Mali acceptera que les Guinéens exploitent l'or. C'est aussi le cas au Burkina Faso, la réglementation, le code minier burkinabé de 2015. Justement, on en a des Burkinabés. Mais par exemple, on a assisté à des cas d'éboulement où bien on se posait des questions, pourquoi ne pas fermer, comment on peut laisser des Guinéens mourir comme ça. Dites-nous à quel moment on peut fermer un site, est-ce que c'est possible, comment organiser pour qu'il y ait moins pour qu'il n'y ait pas de mort. Le code minier prévoit, je ne sais pas si l'article 73 précise de manière très explicite, fermeture des sites miniers. En gros, le code minier prévoit l'hypothèse explicite de la fermeture des sites. Pourquoi? C'est toutes les fois qu'il est établi que l'exploitation des sites est susceptible d'entraîner une atteinte sérieuse à l'ordre public. Et dans ces conditions, c'est un décret du président de la République qui, pour une durée limitée, ou une durée indéfinie, c'est lui qui décide, définit, n'est-ce pas, la fermeture. Et pour ce qui concerne Gawal en l'occurrence, il me semble que la suggestion aujourd'hui, c'est celle d'un moratoire, la suspension de l'exploitation pour une raison simple. La première, c'est que, peut-être pour plusieurs raisons simples, on va prendre deux. La première, c'est qu'en réalité, on ne peut pas savoir qui a le droit d'exploiter. À supposer même qu'il n'y ait pas d'étrangers. Il y a bien trop de Guinéens, n'est-ce pas, pour un espace où ils sont susceptibles de s'emmagasiner dans un contexte de crise, y compris sanitaire. Deuxième aspect, c'est qu'on n'a pas une idée de l'étendue des ressources disponibles. Il n'y a pas, et ça c'est le second aspect qui est juridique et réglementaire, il n'y a pas de notice environnementale, il n'y a pas eu d'évaluation environnementale. Ceci n'est pas seulement valable pour l'exploitation industrielle, elle est aussi valable justement pour l'exploitation. Il me semble donc qu'il ne manque pas de raison de fermer, ne serait-ce que temporairement, les grandes gueules. Dernière question avant qu'on parle, on change de registre. On parlera aussi de dialogue politique avec Exactement, hier nous avions demandé à notre correspondant régional, AOB, de nous, c'était la question je pense de Tamba, savoir qui a donné des autorisations donc d'exploiter sur ce site-là du côté de Komsentel. Donc il a envoyé des reçus. Je vais envoyer à la régie pour que nos téléspectateurs puissent voir tout cela. Un reçu, donc c'est écrit préfecture de Gawal, sous-préfecture de Komsentel, mois juin 2021, et c'est rempli donc vraiment à la main. Ils mettent le nom, le prénom de celui qui a fait la demande. On met le numéro carte préfecture et on met le numéro de la commune. Ensuite, il y a un cachet et c'est tout. Voilà comment est-ce que c'est reçu. Le cachet, c'est qui? Oui, le cachet, c'est le maire. Mais c'est le ministre qui attribue les autorisations d'exploitation. C'est le maire. Donc voici, ce sont donc ces bouts de papier qui ont été distribués, donc avec lesquels les gens ont pu s'engouffrer dans la brèche. Voilà, juste pour permettre Guiba, juste pour compléter ça, c'est Jean-Paul pourra nous édifier et effectivement, c'est que nous lisons que pour l'exploitation artisanale, par exemple, l'exploitant doit signer un engagement environnemental. Premier document à devoir signer, vu qu'il n'y a pas d'étude d'impact environnemental et social à la base qui soit suffisamment étoffée, on l'amène quand même à signer un engagement environnemental avant d'obtenir une carte de prospecteur dans le cadre de ces activités. Est-ce que dans le cadre de Gawal, vous comprenez finalement cet embrouillamini dans laquelle on a versé sans que tout ceci ne puisse observer au regard de ce reçu que Moussa vient de nous présenter? Je pense que le critère de convergence de l'ensemble de vos questions, et je suppose que vous l'avez vu, c'est la mise en œuvre. Nous avons le droit qui dit qu'en vérité, c'est le ministre des Mines qui attribue en titre une autorisation d'exploitation artisanale sur proposition de la Direction nationale des Mines. Or, M. Silla me montre
un acte qui est signé du maire. On n'est pas dans une situation similaire à celle du Mali. 1,5 million. Au Mali, c'est justement 1 million à 1,5 million. Ça va bien comme ça hier. Au Mali, ce sont les autorités locales qui délivrent en vertu du code minier de 2019, mais encore une fois sur avis, n'est-ce pas, de l'administration centrale. Et en droit guinéen, c'est le ministre qui délivre sur proposition de la direction nationale des mines. Bien. Donc, oui. Allez-y. Alors justement, rapidement 2 questions. L'autre c'est sur le dialogue politique. La première, puisqu'on parle de Concitel rapidement, pour pallier cela, je pense qu'en 2017, l'État avait créé ce qu'on appelle le comité d'encadrement de l'exploitation artisanale qui est dans chaque préfecture. Est-ce que ce comité a manqué d'anticipation dans le cas spécifique de Concitel, parce que le comité veille au respect des dispositions réglementaires dans l'exploitation artisanale, bornage, parcellisation, périmètre et tout. Est-ce que le comité a failli à ce niveau, ce qui expliquerait un peu cette fermeture? La deuxième, c'est par rapport au cadre de concertation. Aujourd'hui, il y a un cadre permanent qui a été créé par décret. Comment vous entrevoyez ce cadre? Et est-ce que vous pensez qu'il y a de fortes chances à ce qu'on puisse cette fois-ci trouver la solution? Sur le premier aspect, la réponse est affirmative. Le manque d'anticipation est évident. J'ai essayé d'appeler 2 personnes, n'est-ce pas, suspectant d'être de grands investigateurs. J'ai estimé qu'il n'était pas intéressant de me limiter à la seule dimension juridique. J'ai posé la question à 2 personnes qui font pas mal de recherches sur le terrain. Ils m'ont dit qu'à Gawa, il y avait déjà une personne qui avait mené pas mal d'activités en solo. Et que finalement, elle a été imitée. Les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Du coup, oui. Donc ça se faisait en catimini. Oui, une personne a découvert, justement à travers ces machines, c'est d'abord une agriculture à la base, mais qui s'y connaissait un peu à l'étranger. Et du coup, il a découvert un site où sa machine a semblé lui indiquer l'existence, et sur la base de fouilles hasardeuses peut-être, mais hasardeuses entre guillemets, de ressources aurifères. Et du coup, il a été imité. Mais les gens ont compris qu'il y avait un souci. Pourquoi il est toujours là? Oui, à fouiller. Voilà, donc quand vous posez la question sur le manque d'anticipation, on peut raisonnablement répondre par l'affirmative, puisque je ne vois pas de raison qui nous empêche de penser à cette hypothèse affirmative. Revenant à l'autre sujet, vous posez la question de savoir est-ce que ceci peut être efficace. Avant de répondre à la question de l'efficacité, il me semble que... du dialogue maintenant. Oui, finalement, effectivement, ce dialogue me semble reposer sur un cadre qui me semble totalement inapproprié pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'en vérité, on a déjà des organes investis d'une mission de dialogue permanent, mais dans des domaines spécifiques. Ceci est abscon. Il faut qu'on reprenne. Le deuxième aspect, c'est qu'en fait, le décret 031 qui crée ces dialogues, ces cadres permanents de dialogue, ne s'est pas intéressé au rapport avec les institutions constitutionnelles. Revenons au premier Quelles aspect. sont ces institutions? Je parlerai de la CENI, par exemple, du Conseil économique. Et ceci n'est qu'une réflexion personnelle, vous comprendrez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que l'article 1er du cadre permanent de dialogue, du décret créant le cadre permanent du dialogue économique, politique et social, considère ces cadres comme un cadre de concertation et d'échange entre les acteurs de la vie politique. Grosso modo, le gouvernement, les partis politiques, les collectivités, ainsi de suite, et les organisations sociales. Sur quelles questions? Sur les questions sociales, sur les questions politiques, y compris de manière précise électorale, et même sur des politiques sectorielles, même si je ne sais pas dans quel domaine précisément. Le problème, et je suppose que, pour une fois, j'espère que je vais réussir le pari de me faire comprendre pour le public, bien sûr, parce que c'est l'exigence qui m'a souvent été rappelée. La question que je me pose, c'est de savoir quel est le rôle du Conseil économique et social sur le seul volet social. Le Conseil économique et social est saisi par le gouvernement sur des questions sociales et il rend des avis, il fait des recommandations. Le Conseil économique et social peut lui-même s'autosaisir et attirer l'attention du gouvernement. Je devais dire, il est saisi par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale sous l'empire de la nouvelle constitution, et ensuite il peut lui-même s'autosaisir. On l'appelle Conseil économique, social, environnemental et culturel, je devais préciser ça. Il peut s'autosaisir lui-même pour attirer l'attention du gouvernement sur des réformes sociales, prenons seulement le côté social, puisque c'est ce qui est en rapport avec le cadre, sur des réformes sociales qui lui paraissent opportunes, n'est-ce pas, dans l'intérêt public. La question que je me pose, sur le premier aspect, lorsque le cadre de concertation dont on sait qu'il est constitué, d'un représentant du président de la République, d'un représentant de l'Assemblée nationale, de 2 représentants de la mouvance, de 2 représentants de l'opposition, de 2 représentants de la société civile, lorsque ce cadre permanent de dialogue politique et social arrête un ensemble d'idées sur des questions sociales, sur la base d'un dialogue ou d'une concertation, la question que je me pose est de savoir,
si le Conseil économique et social, environnemental et culturel devrait, lui aussi, organe constitutionnel, traiter d'une question sociale qui se recoupe, qu'est-ce qu'on arrête? Est-ce que le Conseil économique, social et environnemental est susceptible de revenir sur les idées arrêtées dans le cadre d'un dialogue plus large? Dans l'affirmative, le cadre permanent de dialogue politique et social serait un organe inférieur au Conseil économique et social. Seulement, ce serait logique constitutionnellement, puisque le Conseil économique et social est un organe consacré par la Constitution, mais ce serait illogique politiquement, puisque le cadre permanent renferme tous les acteurs bien plus larges que le Conseil économique et social. Premier aspect, volet social. Deuxième aspect qui nous intéresse le plus, me semble-t-il, volet politique. Sur les questions électorales dont on sait, je vous ai déjà suivi plusieurs fois, qu'elles sont les plus équivoques. Prenons l'hypothèse où le dialogue, le cadre permanent du Conseil politique et social décide par exemple de reporter l'enrôlement dans le contexte d'une élection. Vous savez, souvent ça crée des soucis. Donc on accepte qu'on donne un délai supplémentaire. Et que la CENI, dont on sait qu'elle est constitutionnellement investie sur le fondement des articles 136 et suivants de la Constitution, de cette mission, parte outre. Dans ces conditions, d'abord la question que je me pose est celle de savoir est-ce que la CENI pourrait revenir ou ne pas respecter ce qu'aurait arrêté le cadre permanent de dialogue politique et social. Si on répond par l'affirmative, la solution serait une solution de cohérence juridique, puisqu'en vérité, la CENI est un organe constitutionnellement consacré, là où le cadre permanent est consacré par voie réglementaire. Donc raisonnablement, elle n'est pas censée se soumettre aux recommandations ou avis d'un organe réglementaire. Seulement, encore une fois, le cadre permanent perdrait sa dignité et perdrait, je vais dire, son âme, puisqu'en vérité, c'est censé donner des grandes orientations. Peut-être qu'on verrait tout ceci accepter ce qui émanerait de ce cadre. C'est ça le problème. Donc si on accepte, et c'est ça l'hypothèse inverse, vous m'avez vu venir, si on accepte de dire que lorsque le cadre arrête des idées générales, le Conseil, la CENI ne peut pas s'en délier, donc la CENI est obligée de les respecter. D'une part, la recommandation serait revêtue d'un caractère obligatoire. D'autre part, la CENI et le cadre de concertation serait considéré comme un organe supérieur à la CENI. Or, la Constitution consacre la CENI là où le cadre permanent justement, est-ce que moi je vois un problème venir là parce que il en résulte la solution en définitive qu'en vérité, le cadre permanent apparaît comme un organe qui vient compromettre la répartition constitutionnelle des attributions et que, in fine, suivant l'importance politique que le président est susceptible de lui donner, l'existence de ces cadres compromettrait nécessairement la consistance et le rapport d'équilibre constitutionnel prescrit par cette Constitution de 2020. C'est-à-dire ça réduirait nécessairement les attributions et l'influence de la CENI dans le domaine politique électoral. Ça réduirait nécessairement l'influence du Conseil économique et social sur des questions sociales. Voyez-vous? Et donc, je considère en définitive que la solution qui me semble la plus évidente, c'est qu'en vérité, on enlève le mot permanent. Pourquoi? Parce qu'en fait, la CENI est un organe permanent de dialogue dans le domaine politique et électoral. Pourquoi? Parce qu'il est composé de la mouvance, de l'opposition, de la société civile. Le Conseil économique et social est un cadre permanent de dialogue politique social dans le domaine social. Pourquoi? Parce qu'il est composé de 55 personnes, y compris toutes les représentations des corporations professionnelles. Voyez-vous qu'on a déjà des cadres permanents de dialogue, on a donc besoin d'un cadre conjoncturel. Ça, c'est lorsqu'on n'a pas envie de contester la légitimité de la crise existante. Bien. On est malheureusement arrivé au terme de l'émission. Jean-Paul Koté-Bendouno, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes juriste doctorant en droit minier à l'université de Sorbonne, n'est-ce pas? Merci d'être passé dans ce studio. Beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Rapidement, Tamba Zakari Minimono, cette information par rapport à ton compte. Oui, vraiment, merci de me donner l'occasion et aux auditeurs, justement, je prie de souffrir de l'entendre. Ma page professionnelle, Facebook, justement, qui est piratée depuis un certain moment. Je n'ai pas voulu en parler dans les médias, mais ce que le malin bonhomme fait aujourd'hui, c'est qu'il reprend mes propres publications, mes propres images, il les diffuse comme si c'était moi, et finalement ça crée de l'interaction entre lui et tous ceux qui s'y étaient abonnés. Je crains qu'il puisse tenter de soutirer de l'argent aux Guinéens en mon nom. Il y publie des images assez obscènes, ce n'est pas moi. Et donc je voulais vraiment le dire, il ne s'agit pas de mon compte personnel, mais de ma page professionnelle. Et donc tous ceux qui m'écoutent, s'ils peuvent s'en désabonner,
ce serait déjà une bonne démarche en attendant justement que Facebook puisse me restaurer. Bien, le message est passé. Merci à tous, merci à tous les chroniqueurs, à notre invité, merci à toute l'équipe de la régie, merci à Madousso qui a géré les sons du côté de la radio, à Vladimir Poutine, à Mafata Sano, Nalaï Sidibé, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, Aboubakar Foti Souma. Merci à tous d'avoir été des nôtres. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.